C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. La chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, l'ambassadrice Sylvia Ratcliffe, a été reçue en audience ce matin par la vice-présidente du Bénin. Vous en saurez davantage dans ce journal. Les responsables de la fondation Malekhossou étaient face à la presse ce matin. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour. Nous en parlerons dans ce journal. Fin des dépôts de candidature en Libye en vue de la présidentielle de décembre prochain. Près d'une centaine de candidatures ont été reçues. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, l'ambassadrice Sylvia Ratcliffe, a été reçue en audience ce matin par la vice-présidente du Bénin avec la grande chancelière du Bénin, Mariam Tchabi Talata. Elles ont discuté des actions que mène le pouvoir en place pour l'autonomisation et la protection de la femme. Écoutez un extrait des propos de l'ambassadrice à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Aimé Juste Defodi. J'étais très honorée d'être reçue par la vice-présidente du Bénin, son Excellence Madame Talata. C'est une visite de courtoisie et aussi d'échange sur les valeurs que l'Union européenne et le Bénin partagent, y inclut l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme. Et j'ai félicité la vice-présidente pour les actions différentes du gouvernement en ce qui concerne la protection et la promotion de la femme, notamment le vote récent des 3 lois importantes précisément sur ce sujet. Et le Bénin peut être sûr que l'Union européenne restera à vos côtés et vous accompagnera sur ce sujet et ce chemin important pour une société plus inclusive. Les responsables de la fondation Malekhossou étaient face à la presse ce matin. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse dont la sensibilisation de la population à aller se faire vacciner. Frédéric Espoir-Oumambou pour le compte-rendu. La Fondation Malekhossou décide d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. C'est à ce titre que le point essentiel de la conférence de presse a tourné autour de la sensibilisation des populations béninoises à aller faire le vaccin. Nous avons constaté que depuis le lancement de la campagne de vaccination par le gouvernement jusqu'à présent, le taux de participation de la population est très faible. En conséquence, nous invitons tous les Béninois âgés de 18 ans et plus à aller se faire vacciner dans les centres indiqués à cet effet et cela demeure gratuit. À propos des nombreuses controverses et rumeurs autour du vaccin, Yacoub Malekhossou dira ce qui suit. Moi, Malekhossou, ça fait plus de 3 mois que je me suis fait vacciner. Mais je n'ai eu aucun problème, aucune maladie. J'ai déjà dépassé bientôt plus de 72 ans. Et on dit que la maladie, la chasse les vieux. Les vieux ne doivent pas accepter de vacciner. Moi, j'ai vacciné. Les prouesses du gouvernement pour les 100 premiers jours de Talon 2, de même que les réformes jusqu'ici menées, ont été passées au peigne fin au cours de la dite conférence. Nous apprécions à sa juste valeur sa nouvelle politique contre les hors-la-loi et le démantèlement de toute leur stratégie de nuisance. Nous saluons également l'esprit dynamique du chef de l'État dans la négociation diplomatique des 26 trésors royaux. La Fondation Malekhossou n'a pas manqué de plaider pour la cause des artistes béninois. Ce n'est plus un secret pour personne que les activités culturelles, artistiques et sportives sont suspendues depuis un long moment et nous avons constaté avec allégresse que les activités sportives ont repris terrain
En témoigne le lancement effectif de la Ligue professionnelle du football sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi nous demandons au ministre de la Culture, M. Jean-Michel Abimbola, à plaider le cas des artistes auprès du chef de l'État afin que la décision de la suspension des activités culturelles et artistiques soit levée aussi. À noter qu'au cours de la séance, les artistes comme Anis Pépé ont appelé aussi leurs fans à aller se faire vacciner. Parlant justement des artistes, le monde culturel, plus précisément celui de la culture béninoise, a perdu l'un de ses vaillants fils. Janvier Denangan Ronfort nous a quittés hier lundi 22 novembre 2021 en Allemagne où il résidait. Janvier Denangan Ronfort est mort à l'âge de 54 ans des suites d'une longue maladie. Informés de la triste nouvelle, les journalistes culturels lui rendent un hommage mérité à travers des témoignages. Il s'agit de Rodriga Moussou, Roselin, Tako Loudjou et Stanislas Dossou. Suivez. Janvier Denangan, c'est une voix unique. Janvier Denangan, c'est cet artiste qui ne ressemblera à aucun autre artiste. Janvier Denangan, c'est celui qui a cette manière particulière de manipuler ces différentes langues de l'ouémé et a une manière spéciale et unique de les chanter, qui a une manière unique de mépriser la scène. Janvier Denangan, c'est le maestro. Dès que j'ai appris l'information concernant son décès, je me suis dit, tiens, il fait partie des artistes que mon événement, la Toussaint des artistes que j'organise pour rendre hommage aux artistes défunts, doit prendre en compte dans les éditions prochaines. Pas parce que nous voulons forcément rendre hommage aux uns et aux autres à titre posthume, mais il est quand même important de valoriser certaines personnes, même de leur vivant et même après leur mort. Janvier Ronfort Denangan part et donc c'est une grosse perte pour le Bénin, l'Afrique et le monde entier parce que aujourd'hui c'est un artiste internationalement connu. Janvier Ronfort Denangan, paix à ton âme, l'artiste ne meurt jamais. Je rends vraiment hommage, ça me fait mal quand j'ai appris l'information. Nous rendons vraiment hommage à ce grand artiste qui nous a quittés. Et que la terre lui soit légère, dit-on, et que le Seigneur l'accueille dans ses bonnes grâces. Paix donc à l'âme de l'artiste. Un artiste ne meurt jamais. Salut l'artiste. Pour la quinzaine de la vaccination lancée depuis le 15 novembre dernier par Eden TV et Diaspora FM, le journaliste Samuel Elijah invite la population en général et les journalistes en particulier à sortir massivement, se faire vacciner. Ce faisant ensemble, nous allons donc éradiquer cette pandémie de notre pays. Suivez son message au micro de Stanislas Atadéon. Une telle initiative qui vient de la part des médias et je crois que Eden TV est en train de faire le travail qui revient effectivement aux professionnels des médias parce qu'il appartient aux médias effectivement de faire la sensibilisation sur ce mal justement et que ces professionnels de médias donnent justement l'exemple. Le message le plus important que je porte aux journalistes, c'est d'abord de se faire vacciner. Ça, c'est la première chose, parce que moi-même, je suis vacciné. Donc, j'invite tous les confrères, s'ils veulent effectivement exercer leur métier dans la paix, dans la quiétude, et non dans la peur, dans le stress de tomber malade ou de mourir un jour très facilement, banalement et bêtement. Donc de se faire vacciner, c'est le premier message que j'ai. Ensuite, les
mesures barrières, les respecter scrupuleusement, puisque le coronavirus continue de sévir. Donc, il faut les respecter scrupuleusement, surtout le port de masque. En inter, bien sûr, hors du Bénin, fin des dépôts de candidature en Libye en vue de la présidentielle de décembre prochain. Près d'une centaine de candidatures ont été reçues et la Haute Commission électorale nationale a 12 jours pour valider les dites candidatures, dont celle du fils de l'ancien guide Mouammar Kadhafi, du maréchal Haftar qui contrôle une partie du pays ou encore celle de l'ancien ministre de l'Intérieur. Suivez. Après l'ouverture du dépôt des candidatures, les dossiers se sont multipliés à la Haute Commission nationale électorale. Parmi les principaux prétendants à la présidence, le Premier ministre intérimaire en poste depuis février dernier. Mon peuple, mes frères, ma famille, malgré toutes les difficultés et les circonstances ambiguës qui ont accompagné le parcours électoral, je vous invite à ne jamais perdre espoir, car il est devenu clair et de toute évidence le début du bon chemin. La candidature de l'actuel Premier ministre, réputé proche de la Turquie et des frères musulmans, a de quoi surprendre. Lors des négociations avec l'ONU pour la bonne transition du pays, Abdelhamid Beiba avait promis qu'il ne serait pas candidat. La loi électorale lui impose de suspendre ses fonctions 3 mois avant l'élection en cas de candidature. Autre prétendant parmi les grands noms du scrutin, le maréchal Haftar, ancien commandant de l'armée nationale libyenne. Soutenu par l'Égypte, par l'Arabie saoudite et un temps par la France, Khalifa Haftar est accusé par certains candidats de vouloir rétablir une dictature. En 2019, il avait déjà essayé de prendre le pouvoir par la force. La semaine dernière, le maréchal a appelé les Libyens à se mobiliser massivement lors de ce scrutin qu'il considère comme la seule chance pour le pays de sortir du chaos. L'étape à venir est une étape difficile qui nécessite un homme que les Libyens doivent choisir correctement pour ne pas le regretter. Proche de Khalifa Haftar, le président du Parlement, Aguila Saleh, s'est également porté candidat ces derniers jours. En septembre, l'homme de 77 ans a ratifié unilatéralement une loi électorale qui semble taillée sur mesure pour le maréchal Haftar. Désormais candidat, il assure vouloir œuvrer pour la réconciliation nationale. Je cherche à établir un régime démocratique qui assure la liberté, la justice et l'égalité à tous les individus de la société sans distinction et la participation des citoyens à la vie politique et aux domaines économiques et sociaux. Enfin, dernier des candidats les plus connus, Seif al-Islam Kadhafi. Le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi s'est lancé dans la course à la présidence. Il est pourtant poursuivi depuis 2011 pour crimes contre l'humanité. L'annonce de la candidature du descendant de Mouammar Kadhafi, qui a gouverné la Libye pendant 42 ans avant de se faire tuer en 2011, laisse dubitative une grande partie de la population. Je considère la nomination de Seif al-Islam comme injuste, car il est toujours recherché par la Cour pénale internationale et a de nombreux jugements contre lui, en plus du fait que c'est une figure controversée. Va-t-il travailler à partir de la situation actuelle du pays ou va-t-il faire un pas en arrière? Le scrutin du 24 décembre s'annonce pour le moment serré et indécis. Il s'agit de la première élection d'un chef d'État au suffrage universel en Libye. Elle est considérée comme déterminante pour le retour à la stabilité d'un pays que de sanglants affrontements n'ont cessé de meurtrir ces 10 dernières années. Au même moment que le Premier ministre Jean Castex a été déclaré positif à la Covid-19, le chiffre de personnes contaminées en France part bien sûr à nouveau à la hausse. Une situation qui fait penser à une 3e dose de vaccination pour l'ensemble des adultes. Les précisions avec nos confrères de RT France. La France face à une nouvelle flambée épidémique. Le pays approche la barre des 20 000 cas détectés quotidiennement. Et si les hôpitaux ne ressentent pas encore massivement cette forte hausse, le Conseil scientifique estime que la tension pourrait vite s'accroître. Pour atténuer les effets de cette 5e vague, le professeur Delfrécy et ses troupes envisagent une généralisation de l'accès à une 3e dose de vaccin à tous les adultes.
Les données de la modélisation de l'épidémie incitent à envisager la vaccination de l'ensemble de la population adulte 6 mois après la primo-vaccination, afin de freiner l'épidémie et réduire le nombre de formes graves. Cette troisième dose devrait par la suite devenir une condition du pass sanitaire. Le gouvernement appelle d'ailleurs à renforcer les contrôles dans les lieux où le pass est exigé. Il est impératif de remobiliser l'ensemble des acteurs concernés par l'application du pass sanitaire afin de limiter les effets de la nouvelle hausse des contaminations. Dans les établissements hospitaliers, cette énième vague de Covid-19 à l'approche des fêtes de fin d'année ravive un sentiment de lassitude face à cette crise qui dure depuis près de 2 ans. En Israël, la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté hier soir. C'est le deuxième pays après les États-Unis à étendre la vaccination aux plus jeunes. 5,7 millions de personnes ont déjà reçu les 2 doses de vaccin, ce qui représente plus de 80% des adultes. 4 millions d'entre eux ont également reçu la dose de rappel accessible depuis près de 3 mois. Écoutez l'avis de certains parents. Je suis venue pour faire vacciner mes 2 enfants plus jeunes. Mon aîné s'est déjà fait vacciner. Je pense que c'est important. Je crois en la vaccination. Je pense qu'on doit penser au public en général. Alors nous sommes venus ici aujourd'hui pour se faire vacciner contre le corona. Mon époux et moi, nous avons été vaccinés au début et nous sommes vraiment très enthousiastes d'être présents à l'ouverture de la vaccination pour les 5-11 ans. Et nous savons que nous devons nous faire vacciner pour retrouver une vie normale. Nous étions en quarantaine pendant un moment et les enfants vont à l'école. Je pense que c'est logique d'hésiter et ce n'est pas du tout une décision facile parce que nous voulons le meilleur pour nos enfants. En ce moment, avec la pandémie, le meilleur outil pour protéger nos enfants, c'est la vaccination. Le nucléaire iranien au cœur des débats aujourd'hui à Téhéran. L'Iran espère une réunion constructive avec le chef de l'AIEA qui est arrivé hier soir dans la capitale iranienne à une semaine des pourparlers à Vienne pour bien sûr relancer l'accord sur le nucléaire. La République islamique rejette les menaces à Washington. Suivez les menaces de Washington, suivez les détails. Une rencontre qui pourrait relancer un pacte historique. Ce lundi, Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA, s'est déplacé à Téhéran, à une semaine des pourparlers prévus à Vienne. Au programme, des discussions visant à faciliter la reprise des négociations concernant l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Si l'accord de Vienne ne présente pas des intérêts économiques clairs pour la République islamique d'Iran et la normalisation du commerce extérieur, les autres parties doivent savoir que cette fenêtre d'opportunité ne leur sera pas ouverte éternellement. Une initiative saluée par les États-Unis, malgré l'incertitude grandissante. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, les relations diplomatiques entre l'Iran et l'Occident se sont refroidies. Résultat, les discussions pour sauver les accords de Vienne sont au point mort. Depuis le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, Washington a rétabli ses sanctions économiques. En réaction, l'Iran a abandonné ses engagements de réduire son programme nucléaire. Selon l'AIEA, depuis 2015, Téhéran a augmenté les quantités produites d'uranium enrichi à 20 et même à 60%. L'accord de Vienne fixait la limite de l'enrichissement à 3,67%. Cette transgression inquiète les États-Unis. Ils voient en cette hausse de production une violation claire des engagements iraniens. Les États-Unis restent déterminés à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Nous restons attachés à une issue diplomatique de la question nucléaire, mais si l'Iran n'est pas disposé à s'engager sérieusement, alors nous examinerons toutes les options nécessaires pour assurer la sécurité des États-Unis. Une relance de l'accord sur le nucléaire pourrait conduire à un allègement des sanctions internationales qui paralysent l'économie iranienne. Depuis 2018, le pays souffre d'un déficit budgétaire de près de 14 milliards de dollars. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook,
Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.